Bienvenue à tous dans les récits mystiques de Monsieur Mystère. Ce soir, nous plongeons au cœur glacé de l'Alaska, là où les récits les plus terrifiants ne sont jamais racontés à voix haute. Cette soirée ne vous promet pas seulement des histoires d'horreur, mais une plongée dans les réalités vécues par ceux qui osent habiter les villages isolés de cette terre sauvage. Chaque récit que vous allez entendre est ancré dans des témoignages directs, recueillis auprès d'individus dispersés à travers l'Amérique et soigneusement reconstitués à partir de souvenirs troublants qui les hantent encore. L'authenticité de ces récits a été traitée avec le plus grand respect. Bien que certains noms et détails aient été modifiés pour protéger les personnes concernées, la terreur, elle, reste intacte. Préparez-vous à découvrir 8 des expériences les plus dérangeantes jamais rapportées depuis les étendues sauvages de l'Alaska. Si vous n'avez pas encore rejoint la communauté des dossiers enfouis, n'oubliez pas de vous abonner pour de nouvelles histoires d'horreur vraies chaque semaine. Activez la cloche de notification pour être le premier à entendre quand un nouveau dossier est exhumé. Jolene Osorn avait toujours été fascinée par l'idée de voler. En grandissant dans les plaines monotones du Minnesota, elle passait des heures allongées sous le ciel ouvert, observant les avions laisser des traînées blanches dans l'immensité bleue. Dès son plus jeune âge, elle savait que ses rêves étaient attachés aux nuages, destinés à s'élever au-delà des limites de la Terre. Après des années d'études rigoureuses et d'accumulation minutieuse d'heures de vol, Jolene obtint enfin ses ailes de pilote. Elle commença par effectuer des vols régionaux dans le Midwest, transportant du fret et apprenant la discipline rigoureuse que le ciel exigeait. Mais elle réalisa rapidement que sa véritable vocation l'appelait plus au nord, vers des terres reculées où voler n'était pas seulement une profession, mais une ligne de vie. Son nouveau poste se trouvait en Alaska, où elle devait effectuer des missions d'approvisionnement vers certains des villages les plus isolés du continent. Ces communautés dépendaient d'elle pour recevoir des fournitures essentielles pendant les mois où l'hiver arctique maintenait la Terre dans son étau de glace. Les routes disparaissaient sous les congères, et les mers devenaient trop dangereuses pour les bateaux. À Kotibu, un petit village inupiaq situé au bord de la mer des Tchouktches, les vols de Jolene étaient vitaux pour la survie. Elle n'était pas étrangère à l'environnement arctique impitoyable. Elle s'était entraînée intensivement à la survie en conditions polaires, avait appris à anticiper les changements météorologiques soudains et maîtrisait la danse complexe du vol dans une visibilité réduite, des tempêtes de neige et des températures bien en dessous de zéro. Ce matin de janvier particulier se leva dans un silence glacé que Jolene trouva presque dérangeant. Le soleil à peine levé à l'horizon, projetant une lumière pâle et faible qui semblait avalée par les nuages lourds. Les températures oscillaient autour de -30 degrés Fahrenheit, et la neige, gelée, scintillait faiblement dans la lumière rare du jour, comme des diamants minuscules éparpillés à travers le paysage. Son avion pour la mission d'approvisionnement, un de Havilland Biver fiable, était chargé à bloc, des barils de carburant pour le chauffage, des caisses de nourriture conservée, des boîtes de fournitures médicales, y compris des antibiotiques et des vaccins, ainsi que de petits luxes comme des livres pour enfants, des piles et du matériel éducatif. Chaque caisse représentait des vies qui dépendaient d'elle pour survivre. L'équilibre de la charge était parfait, les réservoirs de carburant pleins, et les prévisions météorologiques indiquaient des conditions gérables pour le vol de 3 heures vers le nord. L'approche de la piste d'atterrissage de Kotibu était généralement un soulagement, un signe de visage familier et de vie animée. Le conseil du village organisait toujours des travailleurs pour accueillir les vols de ravitaillement, et les enfants se rassemblaient souvent pour regarder l'avion atterrir, leur souffle formant des nuages blancs dans l'air glacé. Pourtant, ce jour-là, Jolene fut accueillie par un silence troublant. Les travailleurs habituels qui déchargeaient le fret avaient disparu, tout comme les aboiements des chiens et le murmure du village s'éveillant après une autre nuit d'obscurité arctique. Le cœur de Jolene battait avec une inquiétude grandissante alors qu'elle descendait de l'avion, le froid mordant chaque centimètre de peau exposée. Elle respira profondément, l'air glacé piquant ses poumons, s'attendant presque à la chaleur habituelle de la vie autour d'elle, mais elle ne fut accueillie que par un silence oppressant et surnaturel. Le vent, qui portait généralement les sons de la vie quotidienne du village. Les enfants s'appelant, les adultes discutant des tâches de la journée, les chiens de traîneau jappant étaient absents. Avec le traîneau accroché derrière l'avion, Jolene commença à transporter sa cargaison à travers la piste vers le centre du village. Les sentiers enneigés étaient déserts, les traces de pas étouffées sous une nouvelle couche de neige. Les maisons, bien que soignées et ordonnées, montraient des signes d'abandon. Les rideaux toujours tirés, comme si les résidents étaient partis précipitamment, des manteaux accrochés au pater près des portes, des feux éteints réduits à des cendres froides dans les foyers. De la fumée aurait dû s'élever de chaque cheminée par un froid pareil, mais le ciel restait clair. Un murmure de vent traversait les arbres, ne portant rien d'autre qu'un sentiment glaçant d'absence. Jolene appela, sa voix fragile dans l'immensité silencieuse. « Y a-t-il quelqu'un ici ? Nous avons des fournitures. L'aide est arrivée. » Aucune réponse ne vint.
L'écho de sa propre voix semblait se moquer d'elle depuis les bâtiments vides. L'épicerie était la prochaine étape. D'habitude animée par le rythme quotidien du village, elle se tenait aujourd'hui figée dans le temps. Les portes avant étaient grandes ouvertes, comme si une fuite précipitée et urgente avait eu lieu. Les étagères restaient intactes, remplies de conserves, et l'air vicié persistait. Un journal déchiré gisait sur le sol, daté de 2 semaines plus tôt. De l'argent était encore dans la caisse enregistreuse, et un sandwich à moitié mangé sur le comptoir commençait à moisir. Tenter de joindre le bureau du conseil par radio n'apporta aucun réconfort. Seul un grésillement statique lui répondit. Les fréquences d'urgence ne produisirent rien d'autre qu'un bruit blanc. Son inquiétude grandissait, mais son entraînement la poussa à avancer. Dans des situations comme celle-ci, le protocole exigeait une recherche approfondie avant de déclarer une urgence. En se dirigeant vers le centre communautaire, Jolène trouva un chaos figé. Des chaises renversées et des papiers éparpillés murmuraient un départ précipité. Un calendrier sur le mur était resté bloqué sur le mois de décembre, sans aucune marque au-delà du 15. Le faisceau de sa lampe torche captait des instantanés gelés d'une vie brusquement interrompue. Des tasses de café encore posées sur les tables, des notes de réunion éparpillées sur le sol, un dessin d'enfant représentant un ours polaire scotché à un mur. Soudain, une porte à l'étage claquait violemment, résonnant dans les couloirs vides. Le cœur de Jolène battait contre sa poitrine alors qu'elle montait prudemment les escaliers. Le faisceau de sa lampe dansait nerveusement devant elle. Les pièces étaient vides, à l'exception des faits personnels éparpillés. Des livres laissés ouverts, une poupée gisant face contre terre sur une planche de parquet fissurée, des vêtements divers jetés comme si les gens s'étaient habillés en hâte. Sur un mur, une note solitaire attira son regard. Son message était estompé, mais indéniable. Nous avons fui dans la tempête. L'ombre arrive. Ne nous suivez pas dans les ténèbres. Un frisson de terreur la parcourut, qui n'avait rien à voir avec le froid. Quelle ombre. Et quelle tempête avait forcé les villageois à abandonner leur foyer si soudainement, laissant derrière eux tout ce qu'ils possédaient. Elle continua, se rendant vers les maisons les plus éloignées, espérant trouver quelqu'un capable d'expliquer ce qui s'était passé. Ici, les signes de départ précipité étaient encore plus évidents. Des motoneiges abandonnés à moitié ensevelis sous des congères profondes, des traîneaux renversés avec des fournitures éparpillées dans la neige, des jouets d'enfants laissés comme si leurs propriétaires avaient été appelés au milieu de leur jeu. Certaines maisons avaient des portes grandes ouvertes, laissant entrer le froid mortel qui aurait gelé toute tuyauterie restante en quelques heures. À travers le froid mordant, son souffle formant un nuage dense, Jolène remarqua des empreintes de pas fraîches, non recouvertes par la neige récente. Les traces s'éloignaient du centre de Cotibu et s'étiraient vers la côte gelée, un chemin étroit taillé à travers la glace. Les empreintes étaient profondes et précipitées, comme si elles avaient été faites par des gens courant en panique. Malgré la peur qui lui rongeait les entrailles, l'instinct et la compassion la poussèrent à suivre ces traces. Peut-être que certains villageois avaient cherché refuge dans les cabanes de pêche le long de la côte. Peut-être attendaient-ils des secours, piégés par des circonstances hors de leur contrôle. L'air changea lorsqu'elle atteignit la glace. L'immensité de la mer des Tchouktchès reflétait les aurores boréales dansantes, des rubans verts et violets traversant le ciel. C'était à la fois magnifique et terrifiant, un décor surréaliste pour le mystère qui se déroulait devant elle. Les aurores semblaient inhabituellement actives, projetant une lueur surnaturelle qui faisait paraître la glace comme pulsant de sa propre lumière intérieure. Derrière une cabane de pêche délabrée, une silhouette apparut, pâle et tremblante, mais profondément vivante. L'homme semblait hanté par les éléments et la solitude. Ses vêtements étaient en lambeaux, son visage émacié par la faim et l'exposition, mais ses yeux reflétaient un soulagement désespéré à la vue d'un autre être humain. « J'attendais », murmura-t-il, sa voix brisée par le froid et l'épuisement. « Les autres, ils ont fui dans la tempête et ne sont jamais revenus. Je suis resté en arrière, espérant que quelqu'un viendrait, espérant que l'avion de ravitaillement arriverait. » Il s'appelait Isaac, un pêcheur local qui s'était séparé des autres lors d'une tempête de neige soudaine et violente qui s'était abattue sur le village 2 semaines plus tôt. La tempête n'avait pas été typique, expliqua-t-il entre ses dents qui claquaient. Elle avait apporté avec elle une obscurité presque tangible, une ombre se déplaçant avec le vent, rôdant dans les rues du village comme une entité vivante et malveillante. Isaac décrivit comment l'ombre semblait rendre les gens fous de peur, poussant les villageois effrayés à fuir dans la nature sauvage, où beaucoup avaient succombé au froid impitoyable. Ceux qui avaient tenté de résister ou de se cacher avaient été retrouvés le lendemain matin, morts mais sans marque, comme si leur force vitale avait simplement été drainée. Jolène s'occupa de lui, enveloppant l'homme maigre dans des couvertures douces de sa trousse d'urgence et partageant de l'eau et de la nourriture de son sac. Son histoire la glaça plus que le vent arctique, mais elle se concentra sur le besoin immédiat de le maintenir en vie jusqu'à l'arrivée des secours. Son esprit tournait, mais restait concentré.
Comprenant la gravité de la situation, elle contacta par radio l'aéroport de Kotibu pour demander une assistance médicale d'urgence. La voix qui répondit était tendue et inquiète. D'autres pilotes avaient signalé des perturbations atmosphériques étranges dans la région, et plusieurs avions avaient disparu ces dernières semaines. La réponse fut sombre et urgente. Les conditions météorologiques se dégradaient, ce qui signifiait que les efforts de sauvetage seraient retardés. Des vents violents et des conditions de blizzard avaient déjà cloué au sol d'autres vols, et l'hélicoptère de secours ne pourrait pas les atteindre avant que le front de tempête ne passe, peut-être pas avant l'après-midi suivant. Jolene refusa de sombrer dans le désespoir. Elle avait été formée pour des situations comme celle-ci, bien que jamais aussi bizarres. Ses instincts de survie se déclenchèrent, et elle commença à se préparer pour une longue nuit froide dans la cabane de pêche. Tout au long de la nuit amère, elle maintint un petit feu dans la cabane de pêche. Ses sens étaient en alerte pour tout signe de danger. Chaque léger bruit faisait bondir son cœur. Le craquement sec d'une branche à l'extérieur, le murmure de la neige contre la fenêtre, le gémissement occasionnel de la charpente en bois de la cabane qui se stabilisait dans le froid. Son imagination peignait des formes sinistres juste à l'extérieur du cercle fragile de la lumière du feu. Et les avertissements murmures d'Isaac à propos de l'ombre ne faisaient rien pour calmer ses nerfs. Le sentiment d'être observée était constant, rongeant son calme. Plusieurs fois, elle crut apercevoir un mouvement à travers les fenêtres givrées, mais quand elle regardait dehors avec sa lampe torche, il n'y avait rien, seulement de la neige tourbillonnante et les aurores boréales dansant au-dessus. Alors que les doigts pâles de l'aube commençaient enfin à se glisser à l'horizon, un bourdonnement lointain brisa le silence. Le wop-wop des pales d'un hélicoptère trancha l'air froid, devenant de plus en plus fort jusqu'à ce que l'appareil de secours orange vif apparaisse à travers la brume matinale. Isaac fut secouru, porté vers la sécurité de la chaleur et des soins médicaux, ses mains et ses pieds gelés nécessitant une attention médicale immédiate. Alors que l'hélicoptère décollait, Jolene jeta un dernier regard sur le village. Kotibu se tenait perdu et silencieux, un fantôme de lui-même sous le pâle soleil arctique. L'histoire du dernier vol de ravitaillement se répandit rapidement, chuchotée parmi les pilotes et les locaux comme un avertissement. Les autorités de l'aviation lancèrent une enquête, mais ne trouvèrent aucune explication rationnelle à l'abandon du village. Les équipes de recherche envoyées pour retrouver les villageois disparus ne trouvèrent que des restes éparpillés dans la nature sauvage, victimes de l'exposition et du froid brutal. Beaucoup évitèrent de voler vers Kotibu après la tombée de la nuit, méfiant envers l'ombre qui, disait-on, hantait ces rues, une force malveillante consumant la terre et la vie. Le village fut finalement déclaré inhabitable et retiré des horaires de vol officiels, bien que certains prétendent que des lumières peuvent encore y être vues certaines nuits, lorsque les aurores boréales sont particulièrement actives. Bien que Jolene ait déménagé vers des routes moins exigeantes dans des climats plus cléments, son expérience resta gravée dans son esprit, un rappel brutal que la nature sauvage recèle des secrets et des dangers que personne ne devrait sous-estimer. Elle ne vola plus jamais en Alaska. Et chaque fois que quelqu'un lui demandait pourquoi elle avait quitté un poste si lucratif, elle répondait simplement que certains endroits valent mieux être laissés intacts. Certaines ombres ne s'estompent pas avec l'aube, et certains mystères sont trop dangereux à résoudre. Le dernier vol de ravitaillement lui avait appris qu'il existe dans le monde des forces que la compréhension humaine ne peut pleinement saisir, et que parfois, la meilleure chose à faire est simplement de fuir et de ne jamais regarder en arrière. Rodriguez Rod Espinosa n'avait jamais cru aux choses étranges ou surnaturelles. Ayant grandi dans les déserts étendus de l'ouest du Texas, sa vie était ancrée dans le pragmatisme. Travailler dans les champs pétrolifères le jour et réparer des bateaux de pêche la nuit. Ses mains étaient calleuses après des années de labeur, son visage buriné par le soleil impitoyable du sud-ouest, et sa vision du monde façonnée par la prévisibilité fiable des machines et du travail honnête. Quand une opportunité de travailler en Alaska comme pêcheur commercial se présenta, il sauta sur l'occasion, avide d'un nouveau départ et d'une aventure dont il pourrait se vanter dans les bars d'El Paso. Gnome était comme rien de ce que Rod avait jamais connu. Les vastes plaines blanches de la mer gelée s'étendaient à perte de vue dans toutes les directions, seulement interrompues par des groupes occasionnels de cabanes de pêche et la silhouette dentelée de montagnes lointaines qui se dressaient comme des sentinelles anciennes contre le ciel pâle. Le soleil de minuit était un compagnon étrange pendant les mois d'été, projetant une lueur omniprésente qui brouillait les frontières entre le jour et la nuit, laissant l'horloge interne de Rod complètement désorientée. Mais c'est pendant les mois d'hiver rigoureux qu'il commença vraiment à comprendre le mystère de cet endroit isolé. C'est là que Rod apprit l'existence du concours annuel de pêche sur glace de Gnome, une tradition chérie qui réunissait la communauté dispersée de pêcheurs pendant la saison la plus dure de l'année. Le concours n'était pas seulement une question de capture de poissons. C'était une célébration de la survie, de l'endurance et des liens indéfectibles qui maintenaient la communauté unie lorsque le monde extérieur semblait impossiblement lointain. Au début, Rod était hésitant à participer. Les locaux le regardaient comme un étranger,
leur visage buriné sceptique face à son manque d'expérience dans les eaux arctiques glacées. Son accent texan tranchait avec leurs accents nordiques clairs, et ses techniques, affûtées sur des espèces d'eau chaude, semblaient maladroites et inefficaces sur la mer de Bering gelée. Mais sa détermination et son talent naturel pour la pêche finirent par lui valoir une acceptation à contre-cœur parmi le groupe soudé de pêcheurs et de pêcheuses qui gagnaient leur vie dans ces eaux impitoyables. Le tournoi était une épreuve éprouvante d'endurance et de technique. Les concurrents devaient percer plusieurs pieds de glace solide à l'aide de tarières actionnées à la main, un travail épuisant dans le froid extrême. Ils devaient affronter le vent arctique constant qui pouvait geler la peau exposée en quelques minutes. Et ils devaient faire preuve de patience pour attendre des prises insaisissables dans des conditions qui auraient poussé la plupart des gens à rester à l'intérieur. Les poissons qui vivaient sous la glace, morues, ombles et ombles arctiques, étaient prisés non seulement pour leur taille, mais aussi pour leur capacité à prospérer dans cet environnement hostile. Le jour du concours se leva avec un ciel d'un bleu cristallin et un froid mordant qui semblait faire craquer l'air lui-même. La température était de moins 42 degrés Fahrenheit, suffisamment froide pour geler la salive avant qu'elle ne touche le sol. L'air sentait le bois brûlé mélangé au sel marin, porté par des vents qui balayaient des centaines de kilomètres de tundra gelée avant d'atteindre la côte. Emmitouflé dans des couches épaisses de fourrure de caribou et d'équipements isolants modernes, Rod rejoignit une foule de pêcheurs et de pêcheuses, leurs visages déjà rougis par le froid, mais leurs yeux brillants d'excitation et d'esprit compétitif. Tout au long de la matinée, Rod admira les mains expertes autour de lui. Des vétérans qui pouvaient lire la glace comme un livre, sachant exactement où percer et à quelle profondeur placer leurs lignes. Ces gens avaient appris leur métier de leurs parents et grands-parents, un savoir transmis à travers des générations de survie arctique. Les conversations oscillaient entre des plaisanteries amicales sur les prises passées et des avertissements chuchotés sur les secrets plus profonds de la mer. Des histoires étaient partagées sur des événements étranges sous la glace, des rumeurs et des légendes transmises à travers les générations comme des contes moralisateurs autour d'un feu de camp. Le vieux Henrik, un pêcheur norvégien qui travaillait dans ces eaux depuis 30 ans, raconta à Rod l'histoire des Scylla, des esprits inuits anciens qui étaient censés contrôler le temps et la mer. La glace a une mémoire, dit Henrik, son souffle formant des nuages blancs alors qu'il parlait. Elle se souvient de chaque âme qui a traversé ces eaux, et parfois, elle les appelle. Rod ricana intérieurement, rejetant ces récits comme des superstitions de gens isolés qui avaient passé trop d'hivers dans l'obscurité. Il était un homme de raison et d'expérience pratique, et le monde gelé n'offrait aucune place aux contes de vieilles femmes et aux absurdités surnaturelles. Pourtant, alors que le concours progressait dans l'après-midi, un changement palpable se produisit dans l'atmosphère autour d'eux. La glace sous leurs pieds commença à émettre un bourdonnement doux, un drone vibrationnel qui semblait résonner à travers leurs bottes et dans leurs os. Le son était presque subliminal, plus ressenti qu'entendu, comme se tenir trop près de transformateurs électriques massifs. Les pêcheurs s'arrêtèrent dans leur travail, échangeant des regards nerveux, leurs yeux attirés vers la surface gelée avec une inquiétude naissante. Rod sentit aussi la vibration dérangeante, un léger tremblement qui semblait s'accélérer et pulser sous la vaste mer gelée. Cela lui rappela la façon dont le sol tremblait lorsque de lourdes machines passaient près des plateformes pétrolières au Texas. Mais il n'y avait pas de machine ici. Rien que de la glace, de l'eau et l'immensité sans fin de la nature sauvage arctique. Soudain, sans avertissement, les lignes de pêche commencèrent à se tendre violemment, envoyant les moulinets voler et renversant plusieurs pêcheurs. Rod serra sa canne à deux mains, sentant un poids énorme à l'autre bout de sa ligne. Il tira fort, s'attendant à remonter la plus grosse morue de sa vie, mais ce qui émergea des eaux noires sous la glace défiait toute raison et explication. Accrochée à sa ligne se trouvait une créature grotesque qui semblait composée à parts égales de poissons et d'ombres vivantes. Sa peau était noire et visqueuse, luisant de manière anormale sous la pâle lumière du soleil, comme recouverte d'une sorte de boue phosphorescente. Les yeux de la créature brillaient d'une lumière alien froide qui semblait percer directement l'âme de Rod. Alors que la créature se tordait sur son hameçon, elle émettait un gémissement lugubre qui ressemblait étrangement à un langage humain, bien que dans aucune langue que Rod n'ait jamais entendue. Le chaos éclata sur les terrains de pêche gelés. Les lignes se brisaient sous une tension impossible. Les tarières et les boîtes à pêche étaient abandonnées alors que leurs propriétaires fuyaient, terrifiés. Des hommes et des femmes qui avaient affronté des ours polaires et survécu à des tempêtes arctiques se précipitaient vers la sécurité comme des enfants effrayés. Des formes étranges commencèrent à émerger de l'eau sous la glace. Des créatures qui semblaient à la fois poissons et ombres vivantes, se déplaçant sous la surface gelée comme des fantômes aux yeux creux et lumineux qui suivaient les pêcheurs en fuite avec une intelligence malveillante. La température semblait chuter encore plus alors que des murmures et des cris montaient de la foule rassemblée. Des voix glaciales résonnaient des profondeurs sous leurs pieds, parlant dans un chœur étrange de lamentations et d'avertissements qui semblaient venir de partout et de nulle part à la fois. Les mots étaient incompréhensibles,
mais rempli d'une tristesse et d'une rage si profonde que plusieurs pêcheurs commencèrent à pleurer de manière incontrôlable, submergés par des émotions qui n'étaient pas les leurs. Rod resta figé sur place par une terreur absolue, son esprit rationnel incapable de traiter ce qu'il voyait. Le hurlement du vent arctique était complètement étouffé par le chœur surnaturel de gémissements et de murmures montant de sous leurs pieds. La glace elle-même commença à gémir et à craquer sous le poids de ceux qui essayaient de percer depuis les profondeurs, le son résonnant avec leur propre peur primitive et menaçant de céder à l'obscurité vorace de la mer. Les voix semblaient raconter des histoires, des fragments de vie brutalement interrompus, des récits de noyades, de gelures et d'être tirés vers les profondeurs par quelque chose qui ne devrait pas exister. Rod pouvait presque distinguer des mots individuels dans le chaos. Des noms et des appels à l'aide de personnes mortes dans ces eaux des décennies, voire des siècles plus tôt. La panique s'empara de toute la foule, et ils fuirent vers la sécurité du rivage lointain, laissant derrière eux un équipement coûteux et une vie de rêve de pêche. Les motoneiges rugirent et traversèrent la glace, certaines transportant plusieurs passagers qui s'accrochaient désespérément pour éviter d'être laissés derrière, avec ceux qui s'étaient réveillés sous la surface gelée. Les équipes de secours arrivèrent plusieurs heures plus tard, envoyées par des membres de famille inquiets lorsque les pêcheurs ne revinrent pas à l'heure prévue. Ce qu'ils trouvèrent n'était qu'un silence gelé s'étendant sur la mer de Bering. La glace était lisse et sans marque, ne portant aucun signe de la terreur qui avait poussé une communauté entière à fuir dans une panique effrénée. L'équipement de pêche abandonné avait déjà commencé à geler, et les trous qui avaient été percés dans la glace ne montraient aucun signe des créatures surnaturelles qui en étaient sorties. Les autorités locales rejetèrent l'incident comme un cas d'hystérie collective provoqué par le froid extrême et l'isolement, bien qu'elles ne puissent expliquer pourquoi des pêcheurs arctiques expérimentés abandonneraient des milliers de dollars d'équipement sans raison. Le rapport officiel mentionnait des émissions possibles de méthane depuis le fond marin causant des hallucinations, mais en privé, les enquêteurs admirent qu'ils n'avaient jamais rien vu de tel. Les anciens de la communauté chuchotaient que la glace avait réclamé plus que des poissons ce jour-là. Elle avait réclamé leur foi dans l'ordre naturel des choses et leur compréhension de ce qui était possible dans ce monde. Certains parlaient de malédictions anciennes réveillées par trop de perturbations des profondeurs marines. D'autres croyaient que les esprits de ceux perdus dans la glace avaient finalement trouvé un moyen de se faire connaître des vivants. Rod quitta l'Alaska peu après, portant des cicatrices psychologiques qui ne guériraient jamais. Les cauchemars commencèrent presque immédiatement. Des rêves d'eau noire remplis de mains tendues et d'yeux brillants, de voix appelant son nom depuis sous la glace. Il chercha un traitement auprès de médecins et de thérapeutes au Texas, mais aucun ne put l'aider à oublier le son de ce chœur surnaturel ou la vue de créatures qui ne devraient pas exister. Le concours annuel de pêche sur glace de Gnome ne fut plus jamais organisé. La décision de la communauté fut unanime. Certaines traditions ne valaient pas le risque de réveiller ceux qui dormaient sous la mer gelée. Les terrains de pêche où l'incident s'était produit furent informellement désignés comme interdits. Bien qu'aucun panneau d'avertissement officiel ne fût jamais posé, les pêcheurs savaient simplement éviter cette partie particulière de la glace, transmettant cette connaissance aux nouveaux venus comme faisant partie de leur éducation informelle à la survie arctique. Au fil des années, d'autres incidents étranges furent signalés dans la même zone générale. Des pilotes survolant la région affirmèrent voir des lumières se déplacer sous la glace, et des navires passant dans la région pendant les brefs mois d'été signalèrent des lectures sonars inhabituelles et des pannes d'équipement. Mais ces incidents étaient toujours isolés et rapidement oubliés, attribués à des phénomènes naturels ou à des défaillances d'équipement. Rod ne revint jamais à la pêche commerciale, trouvant plutôt du travail dans la construction au Texas, où le sol restait solide sous ses pieds, et où les seules choses rôdant dans l'obscurité étaient familières et terrestres. Mais parfois, lors de nuits particulièrement froides, il jure encore entendre ces voix l'appeler depuis sous la glace, lui rappelant que certains mystères sont trop dangereux à investiguer et que certaines traditions sont trop mortelles pour être perpétuées. Le concours de pêche sur glace qui était censé rassembler la communauté avait au contraire révélé quelque chose qui les avait divisés, les forçant à affronter la réalité que leur compréhension du monde était incomplète et que certaines forces dépassaient la compréhension et le contrôle humain. Et profondément sous les vagues gelées de la mer de Bering, les ombres continuaient à attendre patiemment leur prochaine chance de refaire surface. Toujours affamés, et toujours appelant ceux qui osent s'aventurer trop loin sur la glace. Marcus Delra n'aurait jamais imaginé se retrouver au milieu de nulle part en Alaska après avoir obtenu son diplôme en génie des communications de l'Université d'État de Louisiane. Mais les temps désespérés appelaient des mesures désespérées, et le travail dans une installation de communication isolée à Bethel payait 3 fois ce qu'il aurait pu gagner chez lui, à Bâton Rouge. Le contrat était de 18 mois pour maintenir l'infrastructure des tours radio qui gardaient cette ville isolée de 4000 habitants connectés au reste du monde. Ce que l'offre d'emploi n'avait pas mentionné, c'est que la majeure partie de ce travail serait effectuée seule pendant les interminables nuits d'hiver alaskiennes. Le centre de communication de Bethel se trouvait à 8 km en dehors de la ville,
Un bâtiment en béton trapu entouré d'une forêt de hautes antennes radio qui s'étiraient vers le ciel sombre comme des doigts métalliques cherchant à attraper les aurores boréales. Marcus était en poste depuis 3 semaines, apprenant les systèmes de son prédécesseur, un technicien buriné nommé Pete, qui semblait impatient de quitter l'Alaska derrière lui. Pete avait été étrangement silencieux pendant la période de formation, montrant à Marcus l'équipement avec une précision mécanique, mais offrant peu de conversation au-delà des exigences techniques. Le dernier jour de formation de Marcus, Pete s'ouvrit enfin alors qu'il partageait un thermos de café dans la salle de contrôle. Les murs étaient tapissés de rangées d'équipements radio, leurs écrans LED projetant une lueur verte étrange dans la lumière tamisée. Dehors, le vent hurlait à travers la toundra, faisant trembler le revêtement métallique du bâtiment avec un son semblable à des applaudissements lointains. « Écoute, Marcus, » dit Pete, son visage buriné sérieux dans la lueur électronique. « Tu vas entendre des choses ici qui n'ont aucun sens. » Les ondes radio rebondissent étrangement dans cette partie de l'Alaska. Les conditions atmosphériques, les aurores boréales, toutes sortes d'explications scientifiques pour ce qui peut passer par ces haut-parleurs. Il gesticula vers les réseaux de communication, mais il y a certaines transmissions que tu dois simplement ignorer. Baisse le volume, note-les comme des interférences, et passe à autre chose pendant ton service. Marcus avait ri à l'époque, supposant que Pete essayait simplement de faire peur aux nouveaux. Mais alors que le natif de Louisiane s'installait dans sa routine au cours des semaines suivantes, il commença à comprendre ce que Pete voulait dire. L'équipement radio captait toutes sortes de signaux étranges qui rebondissaient dans l'atmosphère alaskienne. Parfois, c'étaient des communications militaires russes de l'autre côté de la mer de Bering. D'autres fois, ce étaient des fragments de conversations d'avions survolant la région ou des communications navirtaires de bateaux dans le détroit de Bering. La plupart des nuits, Marcus travaillait seul dans le centre de communication de 22h à 6h du matin, surveillant l'équipement et effectuant des maintenances de routine sur les émetteurs qui maintenaient Beth le connecté au reste du monde. L'isolement ne le dérangeait pas beaucoup. Il avait toujours été à l'aise en sa propre compagnie, et le salaire était suffisamment bon pour qu'il puisse tolérer la solitude pendant 18 mois. Il apportait des livres à lire pendant les heures calmes et avait installé une petite télévision dans la salle de pause pour aider à passer le temps. C'est lors de sa 6e semaine de travail que Marcus entendit pour la première fois la voix qui allait tout changer. Il effectuait une vérification de routine sur les fréquences de communication d'urgence lorsqu'une voix de femme grésilla à travers les parasites, claire comme le jour malgré la mauvaise qualité du signal. Ici Jennifer Walsh, appelant à l'aide. Mes coordonnées sont 61,4 degrés nord, 161,8 degrés ouest. Je suis bloqué ici depuis 2 jours. Ma motoneige est tombée en panne et j'ai besoin d'une assistance immédiate. Veuillez répondre si quelqu'un peut entendre cette transmission. Marcus attrapa immédiatement son registre et commença à transcrire le message. Les appels d'urgence étaient rares, mais pas inouïs dans les régions reculées de l'Alaska, et c'était de sa responsabilité de relayer tout signal de détresse au service de secours appropriés. Il essaya de répondre sur la même fréquence, mais la transmission semblait être à sens unique. La femme répéta son message 2 fois de plus avant que le signal ne se fonde à nouveau dans les parasites. Marcus passa les 20 minutes suivantes à essayer de rétablir le contact avec la femme bloquée tout en appelant simultanément les Alaska State Troopers pour signaler l'urgence. Les coordonnées qu'elle avait fournies la plaçaient quelque part dans la nature sauvage reculée au sud-ouest de Bethel, une zone connue pour son terrain dangereux et ses conditions météorologiques imprévisibles. Le policier de service prit toutes les informations et promit d'envoyer une équipe de recherche à la première lumière. 3 jours plus tard, Marcus apprit par le journal local qu'aucune opération de sauvetage n'avait trouvé qui que ce soit à ses coordonnées. L'équipe de recherche avait découvert l'épave d'une motoneige, mais elle était là depuis des années, partiellement enterrée sous la neige et la végétation. Plus troublant encore fut la découverte qu'ils firent en investiguant plus en profondeur la zone. Les restes trouvés à proximité furent identifiés comme ceux de Jennifer Walsh, une chercheuse en faune sauvage qui avait disparu à cet endroit précis 7 ans plus tôt. Marcus essaya de rationaliser l'expérience. Les ondes radio pouvaient voyager sur de vastes distances dans les bonnes conditions atmosphériques. Peut-être avait-il d'une manière ou d'une autre capté une vieille transmission qui avait rebondi dans l'ionosphère pendant des années avant d'atteindre finalement son équipement. C'était scientifiquement tiré par les cheveux, mais des choses plus étranges s'étaient produites dans le monde des communications radio. Mais les explications rationnelles devinrent plus difficiles à maintenir au fil des semaines, alors que des incidents similaires se produisaient avec une fréquence croissante. 2 semaines après la transmission de Jennifer Walsh, Marcus entendit un autre appel de détresse pendant son service de nuit. Cette fois, c'était la voix d'un homme, rauque et désespéré, s'identifiant comme Robert Cunningham. Il prétendait être perdu dans une tempête de neige près des mêmes coordonnées générales, suppliant qu'on envoie de l'aide avant que ses réserves ne s'épuisent. Marcus suivit le même protocole,
documentant la transmission et contactant les autorités. Le lendemain, il apprit que Robert Cunningham était un géologue qui avait disparu dans cette zone 5 ans plus tôt. Son corps avait été récupéré des mois après sa disparition, avec des preuves qu'il avait effectivement été pris dans une violente tempête de neige et était mort d'exposition. Alors que l'hiver s'intensifiait et que les nuits devenaient plus longues, les transmissions fantômes devinrent un phénomène régulier. Marcus commença à redouter les quarts de nuit, sachant qu'à un moment donné pendant les heures sombres, son équipement capterait une autre voix désespérée du passé. Les appels venaient toujours de la même zone générale, toujours de personnes mortes des années, voire des décennies plus tôt, dans la nature sauvage reculée au sud-ouest de Bethel. La transmission la plus troublante eut lieu lors d'une nuit particulièrement froide de février, lorsque la température était tombée à -40 degrés Fahrenheit et que les aurores boréales peignaient le ciel en ruban vert fantomatique. Marcus lisait dans la salle de pause lorsque la fréquence d'urgence grésilla, avec une transmission qui lui glaça le sang. Ici Marcus Delra appelant à l'aide. Je suis bloqué aux coordonnées 61,4 degrés nord, 161,8 degrés ouest. Mon véhicule est tombé en panne et je suis blessé. Veuillez envoyer de l'aide immédiatement. Je répète, ici Marcus Delra demandant une assistance immédiate. La voix était indéniablement la sienne, bien que déformée par les parasites et la distance. Marcus écouta avec horreur sa propre voix répéter l'appel de détresse 2 fois de plus avant de se fondre à nouveau dans le bruit blanc de l'équipement radio. Les mains tremblantes, il vérifia les journaux de transmission et confirma que le signal provenait effectivement des mêmes coordonnées d'où émanaient toutes les autres transmissions fantômes. Marcus passa le reste de ce quart de travail assis en silence choqué, fixant l'équipement radio et essayant de traiter ce qu'il avait entendu. Il n'y avait aucune explication rationnelle pour recevoir un appel de détresse dans sa propre voix depuis des coordonnées qu'il n'avait jamais visitées. Les implications étaient trop terrifiantes pour être pleinement envisagées, mais une possibilité continuait de s'imposer à ses pensées. Les transmissions étaient-elles des prédictions plutôt que des échos du passé ? L'équipement radio captait-il d'une manière ou d'une autre des signaux de personnes destinées à mourir dans cette maudite parcelle de nature sauvage ? Cette pensée le remplit d'une terreur si profonde qu'il pouvait à peine fonctionner pour le reste de son quart de travail. Le lendemain matin, Marcus se rendit directement à l'aéroport et acheta le premier billet disponible pour retourner en Louisiane. Il ne revint jamais récupérer ses affaires dans l'appartement de Bethel, et il ne termina jamais son contrat de 18 mois avec la compagnie de communication. Le poste fut finalement occupé par un autre technicien des 48 États inférieurs, un jeune homme de l'Ohio qui dura exactement 6 semaines avant d'abandonner à son tour son poste et de fuir l'Alaska sans explication. Marcus travaille maintenant pour une station de télévision à la Nouvelle-Orléans, entouré en sécurité par les sons et les images familiers de son état natal. Mais parfois, tard dans la nuit, lorsque les conditions atmosphériques sont justes, il jure encore entendre ces voix fantômes appelant à l'aide depuis la nature sauvage de l'Alaska. Et il n'a jamais oublié le son de sa propre voix, désespéré et effrayé, appelant depuis des coordonnées qu'il prit pour ne jamais visiter. Le centre de communication de Bethel a changé de main plusieurs fois depuis le départ de Marcus, mais il continue de fonctionner avec un taux de rotation élevé parmi les techniciens de nuit. Les autorités locales ne répondent plus aux transmissions d'urgence provenant des coordonnées au sud-ouest de la ville. Ayant appris que toute tentative de sauvetage dans cette zone se termine invariablement par une tragédie, la nature sauvage y reste vide et silencieuse, à l'exception des voix fantômes qui continuent de diffuser leurs éternels appels à l'aide dans la froide nuit alaskienne. Destiny Washington avait toujours été attiré par l'aventure, mais rien dans sa vie confortable à Washington DC ne l'avait préparé aux réalités brutales du travail saisonnier en Alaska. Diplômée en sciences politiques à 24 ans, elle avait signé pour un emploi d'été à l'usine de transformation du saumon du Pacifique à Ketchikan, attirée par la promesse de bons salaires et la chance de vivre l'ultime frontière de première main. Ce qu'elle découvrit pendant les longues nuits alaskiennes la hanterait pour le reste de sa vie. La conserverie se dressait au bord du détroit de Tongass comme une bête métallique massive. Ses murs en acier ondulé étaient striés de rouille et d'embrun salé. Construite dans les années 1940, l'installation avait transformé des millions de livres de saumon au fil des décennies, employant des travailleurs saisonniers du monde entier qui venaient au nord pour la saison de pêche intense mais lucrative. Destiny arriva en mai, lorsque la lumière du jour s'étendait sur près de 20 heures et que l'air portait encore la morsure vive de l'hiver. Son superviseur, un natif de l'Alaska bourru nommé Charlie Tutok, l'affecta au quart de nuit sur la chaîne de transformation. Le travail était épuisant. Rester debout pendant 12 heures d'affilée, vider et nettoyer le poisson dans l'installation réfrigérée, tandis que les machines industrielles rugissaient autour d'eux. Mais le salaire était excellent, et Destiny trouva un certain rythme méditatif dans le travail répétitif, ses mains bougeant automatiquement tandis que son esprit vagabondait. Pendant le premier mois, tout semblait normal. La conserverie fonctionnait 24 heures sur 24 pendant la haute saison,
avec 3 équipes de travailleurs maintenant la ligne de production en mouvement. Destiny travaillait aux côtés d'autres employés saisonniers, des étudiants universitaires des 48 États inférieurs, des travailleurs immigrants envoyant de l'argent à leurs familles et des Alaskiens locaux complétant leurs revenus. Le quart de nuit était plus petit et plus calme, avec seulement le personnel essentiel maintenant les opérations pendant que les bateaux de pêche étaient en mer. C'est pendant son 2e mois que Destiny commença à remarquer les anomalies. Elle travaillait seule dans la zone de transformation secondaire, une section de la conserverie où le poisson était trié et préparé pour la mise en conserve, lorsqu'elle entendit le son familier des machines démarrant dans la salle de transformation primaire voisine. Cela était inhabituel, car la ligne principale ne fonctionnait que lorsque du poisson frais était apporté par les bateaux, et aucune livraison n'était prévue avant le matin. Intriguée, Destiny quitta son poste et jeta un coup d'œil par la petite fenêtre qui reliait les 2 zones. Ce qu'elle vit lui glaça le sang. Le grand convoyeur de transformation fonctionnait à plein régime, et des saumons descendaient la ligne en formation parfaite. Mais l'installation n'avait reçu aucune livraison fraîche depuis plus de 6 heures. Les poissons avaient l'air faux d'une certaine manière, leurs écailles ternes et sans vie, leurs yeux voilés d'un film huileux qui captait la lumière fluorescente dure de manière étrange. Elle essaya la porte menant à la zone de transformation primaire, mais elle était verrouillée de l'intérieur. Lorsqu'elle contacta son superviseur par radio, Charlie lui dit que la ligne principale avait été arrêtée des heures plus tôt et que personne d'autre n'était dans cette section du bâtiment. Pourtant, Destiny pouvait voir les machines fonctionner, entendre le thump rythmique des poissons tombant dans les bacs de transformation, sentir la forte odeur de saumon inondant le système de ventilation. La nuit suivante, cela se reproduisit, et la nuit d'après aussi. Toujours pendant les heures calmes entre minuit et l'aube, lorsque Destiny était seule dans sa section de la conserverie, la ligne de transformation primaire s'animait mystérieusement. Elle commença à tenir un journal détaillé des incidents, notant les heures exactes, les sons qu'elle entendait et les odeurs qui accompagnaient les opérations fantômes. Ce qui la perturbait le plus, c'étaient les poissons eux-mêmes. Pendant ses explorations diurnes de l'installation, lorsqu'elle aurait dû dormir dans sa chambre de dortoir exigu, Destiny découvrit que les bacs de transformation dans la zone principale étaient toujours remplis de saumon après ses mystérieuses courses nocturnes. Mais lorsqu'elle examina les poissons de plus près, elle réalisa qu'ils n'étaient pas de la prise de la saison en cours. Les espèces étaient fausses, des variétés qui n'avaient pas été vues dans les eaux de l'Alaska depuis des décennies. La chair était décolorée et avait une texture cireuse qui ne ressemblait en rien à du poisson frais. Lorsqu'elle porta ses préoccupations à Charlie, il les balaya d'un rire gêné. « Les vieux bâtiments font des bruits étranges », dit-il, évitant son regard. « Les équipements fonctionnent parfois sur des minuteries. Tu n'es juste pas habitué au son encore. » Mais Destiny remarqua qu'il ne se portait jamais volontaire pour travailler le quart de nuit lui-même. Et lorsqu'elle insista pour obtenir plus d'informations sur l'histoire de la conserverie, il devint évasif et changea de sujet. Ce fut Martha Kayaha, une femme inuit âgée qui travaillait au bureau administratif, qui finit par dire à Destiny la vérité. Martha avait grandi à Ketchikan et se souvenait de la construction de la conserverie, qui avait déplacé un camp de pêche traditionnel qui fonctionnait sur le même site depuis des centaines d'années. « Ma grand-mère racontait des histoires sur cet endroit », dit Martha à voix basse, jetant un regard autour de la salle de pause vide pour s'assurer qu'elle ne serait pas entendue. « Avant l'arrivée des Blancs, notre peuple pêchait le saumon ici chaque été depuis des générations. Les esprits des poissons étaient honorés, remerciés pour leur sacrifice. Des protocoles traditionnels étaient suivis pour s'assurer que les saumons reviendraient chaque année. » Elle s'arrêta pour siroter son café, ses mains burinées tremblant légèrement. Quand ils ont construit cet endroit, ils ont ignoré tout cela, démoli les sites sacrés, coulé du béton sur les zones cérémoniales, commencé à transformer les poissons comme s'ils n'étaient que des marchandises au lieu d'être vivants avec des esprits. Ma grand-mère disait que les esprits des saumons ne seraient pas ignorés éternellement, qu'un jour ils trouveraient un moyen de continuer leur migration ancienne, avec ou sans notre permission. Destiny sentit un frisson qui n'avait rien à voir avec l'air réfrigéré. « Tu penses que les poissons que je vois sont des esprits ?» Martha hocha la tête solennellement. Les anciennes remontées de saumon qui venaient ici avant que la surpêche et le changement climatique ne perturbent tout. Ils suivent toujours les anciennes voies, essayant toujours de compléter leur cycle de vie. La conserverie a été construite sur leur autoroute spirituelle, mais cela ne signifie pas qu'ils ont arrêté de l'utiliser. Cette nuit-là, Destiny décida d'enquêter plus en profondeur. Elle se positionna de manière à pouvoir observer directement la zone de transformation primaire et attendit. À exactement 2h17, les machines rugirent à la vie. Mais cette fois, au lieu de simplement regarder par la fenêtre, Destiny utilisa sa carte d'accès de sécurité pour déverrouiller la porte de connexion. Le spectacle qui l'accueillit défiait toute explication rationnelle. Le tapis roulant fonctionnait effectivement, couvert de saumons qui semblaient se déplacer avec leur propre mouvement interne.
Malgré le fait qu'ils étaient manifestement morts depuis des décennies, leurs écailles avaient la qualité translucide de vieux os, et leurs yeux brillaient d'une faible lumière phosphorescente. L'odeur était accablante, non pas l'odeur propre du poisson frais, mais une odeur organique de moisi, comme quelque chose qui avait été sous l'eau depuis bien trop longtemps. Alors que Destiny observait avec une fascination horrifiée, les saumons fantômes passaient à travers les équipements de transformation avec une précision mécanique. Les lames de coupe descendaient en rangée, les mécanismes de tri s'activaient, et les machines de mise en conserve scellaient des produits qui n'auraient pas dû exister. Mais lorsqu'elle regarda de plus près l'opération, elle réalisa que rien n'était réellement coupé ou transformé. Les machines passaient par tous les mouvements, mais les poissons restaient entiers et intacts. Comme si tout le processus était une sorte de théâtre spirituel, un réenactement sans fin de leur transformation d'êtres vivants en produits commerciaux. Le moment le plus terrifiant vint lorsqu'un des saumons fantômes sur le tapis roulant tourna sa tête ancienne et la regarda directement. Sa bouche s'ouvrit et se ferma silencieusement, comme s'il essayait de parler. Et Destiny entendit quelque chose qui aurait pu être des mots portés par l'air recyclé de l'installation. Elle ne pouvait pas distinguer les sons spécifiques, mais le sens était indéniable. Un mélange de tristesse, de colère et d'un désir inexplicable pour quelque chose qui avait été perdu. Destiny recula lentement vers la porte, son cœur battant si fort qu'elle pouvait l'entendre par-dessus le rugissement des machines. Alors qu'elle atteignait la poignée, tout l'équipement s'arrêta soudainement, plongeant l'installation dans le silence. Le tapis roulant était vide. Les bacs de transformation étaient propres, et l'odeur accablante de poissons anciens disparut comme si elle n'avait jamais existé. Elle démissionna le lendemain matin, fit ses valises et réserva le premier vol retour vers Washington, D.C. Avant de partir, Martha Kaya la chercha et lui glissa un petit pendentif sculpté dans la main. « Un dessin traditionnel de saumon sculpté dans de l'os de baleine pour la protection, » dit la femme âgée, « au cas où il te suivrait chez toi. » Pendant des mois après son retour à D.C., Destiny fut hantée par des cauchemars sur des yeux de poissons brillants et le son de machines de transformation fonctionnant dans des bâtiments vides. Elle changea de carrière, abandonnant ses projets d'études supérieures en sciences politiques pour poursuivre un diplôme en études autochtones, se concentrant sur l'intersection des connaissances écologiques traditionnelles et des pratiques industrielles modernes. Elle ne revint jamais en Alaska, mais elle se demandait souvent si les saumons fantômes faisaient toujours fonctionner leur ligne de transformation éternelle pendant les heures calmes de la nuit. Dans ses recherches, elle découvrit que des phénomènes similaires avaient été signalés dans des sites industriels construits sur des terrains de chasse et de pêche traditionnels à travers l'Arctique, des endroits où les anciens accords entre les humains et le monde naturel avaient été oubliés ou ignorés. Le pendentif de saumon sculpté que Martha lui avait donné reposait sur le bureau de Destiny alors qu'elle travaillait, un rappel constant que les frontières entre les vivants et les morts, entre le passé et le présent, étaient bien plus perméables que la plupart des gens ne le réalisaient. Et parfois, tard dans la nuit, alors qu'elle travaillait seule dans son appartement, elle jurait entendre le son lointain de machines de transformation et sentir l'odeur inconfondable de poissons anciens, portant des messages d'un monde que la société moderne avait essayé très fort d'oublier. Les esprits des saumons continuaient leur migration éternelle, se transformant dans des installations qui existaient à la fois dans les royaumes physiques et spirituels, suivant des chemins qui avaient été établis bien avant l'arrivée des humains sur le continent et qui continueraient longtemps après que la dernière conserverie se serait rouillée. Ils étaient patients, persistants et totalement indifférents aux horaires humains et à l'efficacité industrielle. Ils avaient du travail à faire, des protocoles anciens à suivre, et aucune quantité de béton ou d'acier ne pouvait les empêcher de compléter leur voyage. Destiny Washington avait appris que certains emplois venaient avec des responsabilités qui s'étendaient bien au-delà des termes de l'emploi, et que certains lieux de travail fonctionnaient selon des règles bien plus anciennes et plus complexes que tout ce qui était couvert dans un manuel d'employé. La conserverie continuait à transformer sa prise fantôme chaque nuit. Et quelque part dans le cycle sans fin de poissons spirituels se déplaçant à travers des machines fantômes, les anciens accords étaient toujours honorés par des êtres qui se souvenaient d'une époque où le respect pour le monde naturel n'était pas seulement un concept philosophique, mais une question de survie. Kimiko Nakamura Williams avait toujours cru que le monde était plus profond, plus étrange et plus mystérieux que la plupart des gens ne le reconnaissaient. Photographe primée de 29 ans originaire de Portland, en Oregon, elle se spécialisait dans les paysages extrêmes, préférant les tempêtes, les montagnes, les champs volcaniques et les endroits les plus sauvages et les plus solitaires qu'elle pouvait trouver. Mais aucune de ces aventures dans les 48 États inférieurs ne pouvait rivaliser avec ce que l'Alaska avait commencé à représenter pour elle. La Terre était la mémoire de la Terre, le ciel une toile vivante, et en dessous se trouvaient des légendes et des ténèbres qu'aucune caméra ne pouvait pleinement capturer. C'était la 3e fois qu'elle venait à Utqiagvik, l'établissement le plus septentrional des États-Unis, à la poursuite des aurores boréales légendaires. Cet hiver-là, des tempêtes avaient battu la côte pendant des semaines, gardant la plupart des résidents confinés à l'intérieur. Kimiko était impatiente. Son partenaire, Samuel,
lui envoyait régulièrement des messages d'avertissement depuis Anchorage. Reste à l'hôtel. Fais attention. La nuit polaire est dangereuse. Tu connais les histoires. Mais elle était devenue impatiente. Et après qu'une tempête particulièrement féroce se fut enfin calmée, Kimiko fit son sac à dos avec son appareil photo, des batteries supplémentaires, son trépied, des couches thermiques, 2 flasques de thé, et partit seule dans l'obscurité stérile de la toundra indomptée de la North Slope. Pour Kimiko, la nuit en Alaska n'était pas simplement la fermeture d'un rideau, mais une transformation de la réalité. Elle traversa des congères poudreuses, la glace craquant sous ses bottes, son souffle s'élevant en nuages brillants qui dansaient dans la faible lueur de sa lampe frontale. À l'horizon plat, des rubans de vert et de violet scintillaient à travers les nuages fins. Son premier signe en jour que les aurores revenaient. Tout ce qu'elle voulait, se disait-elle, c'était une photo parfaite. Les lumières du nord tordues au-dessus d'une clôture en bois de dérive squelettique, les doubles falaises en arrière-plan, une lueur faible à l'horizon, une indication des étoiles sauvages et froides au-dessus. Elle installa son trépied, vérifia son exposition, et attendit, comptant le temps avec le pouls silencieux de l'air arctique autour d'elle. Le silence était profond, une chose vivante et sentiente. Des heures passèrent dans l'immobilité. Les aurores s'intensifièrent, des rideaux tourbillonnants grimpant plus haut et brûlant plus brillamment. Kimiko prit des photos, aidée par la chorégraphie changeante au-dessus d'elle. Mais quelque chose d'était différent ce soir-là. Les lumières ondulaient de manières étranges, convergeant en arches si définies qu'elles semblaient presque surnaturelles, segmentées comme une fenêtre en vitrail brisée à travers le ciel. Elle zooma avec son objectif long, cherchant des détails. Et derrière l'aurore, à travers elle, elle vit des ombres, un mouvement qui n'avait pas sa place. Des formes longues et filiformes, plus noires que l'obscurité. Pas les ombres de nuages ou de montagnes, mais des silhouettes hautes comme des poteaux téléphoniques, les bras tendus comme si elles essayaient de déchirer le voile de lumière. Elle cligna des yeux, essuya son objectif de la glace. Pendant un moment, elle se convainquit que c'était une illusion, des tours de l'œil, peut-être de la pareidolie, le cerveau désespéré essayant d'imposer un motif au chaos cosmique. Mais cela se reproduisit. Puis encore. Chaque photo montrait les contours aussi clairs que des cristaux de glace, les ombres se déplaçant à mesure que l'aurore changeait, dérivant plus près de l'avant-plan. Désespérée de rester rationnelle, Kimiko ajusta les réglages et prolongea son exposition. L'écran de son appareil photo scintilla dans l'obscurité mordante. Elle prit une photo, compta, en prit une autre. Dans la 10e image, une des ombres s'était rapprochée de l'appareil photo plus que jamais. Maintenant clairement définie, son visage un vide creux, les bras angulés comme si elle tendait la main vers l'avant. Une vague profonde de terreur remonta le long de son échine. Ce n'était pas des tours de technologie. Elle le sentait, une pression comme de l'électricité statique, comme si l'air lui-même était devenu sentiente, bourdonnant doucement de menaces. À ce moment précis, une autre sensation plus subtile commença. Un bourdonnement dans ses oreilles devenant de plus en plus fort jusqu'à ce qu'il semble vibrer dans son crâne. La vision de Kimiko pulsa au bord. Elle essaya de faire ses bagages, mais ses mains bougèrent maladroitement, son sens de l'équilibre perturbé. Les lumières au-dessus s'accélérèrent, dansant en spirale frénétique, illuminant non seulement la Terre, mais aussi ce qui se tenait maintenant ouvertement dessus. Tout autour d'elle, dans les espaces où l'aurore était la plus brillante, les ombres se tenaient, des dizaines, peut-être des centaines, grandes et décharnées, leurs formes semi-transparentes, mais distinctement séparées de la nuit. Elle pressait au bord de la réalité, penchée en avant, le sol sous elle scintillant comme des flaques d'eau perturbées. Kimiko recula en titubant, tombant sur un genou. Pendant un bref instant cauchemardesque, l'air lui-même sembla se fendre avec un cri inaudible. Puis, incroyablement, les ombres commencèrent à se déplacer dans sa direction, glissant sur la neige sans déranger un seul flocon. Dans son esprit, elle entendit une cacophonie, des dizaines de voix lointaines et sans mots, pleines de désir et de désespoir. Chaque voix avait la forme d'un souvenir qu'elle ne pouvait pas rappeler. Elle attrapa son appareil photo, abandonnant son trépied et rampant presque vers sa motoneige. Toutes les quelques mètres, elle luttait contre l'envie de regarder derrière elle pour voir si les figures silencieuses avaient gagné du terrain, mais la terreur la propulsait vers l'avant. Quand Kimiko atteignit sa motoneige, elle ne démarra pas. L'électronique scintilla faiblement, puis mourut, comme si les batteries avaient été drainées par quelque chose qui s'échappait du ciel. Pendant de longues minutes, sa seule compagnie fut le crépitement statique de ses nerfs et la luminescence tourbillonnante au-dessus. Dans un geste de désespoir, elle sortit sa radio d'urgence et essaya d'appeler à l'aide, mais seul un gémissement spectral en sortit, mêlé à ce qui ressemblait à des voix lointaines prononçant des syllabes indicibles. En sanglotant, Kimiko se blottit près de son sac, parcourant ses photos tandis que ses doigts engourdis luttaient pour fonctionner. Dans chaque image,
Les ombres s'étaient rapprochées jusqu'à ce qu'un cadre montre un visage juste à l'extérieur de la lueur de sa lampe frontale. Ses traits une ambiguïté agonisante. Peut-être suppliante, peut-être affamée, peut-être les deux. Pendant des heures, elle resta assise là, écoutant les aurores bourdonner comme le violon le plus triste du monde, attendant l'aube qui ne viendrait jamais. Dans l'hiver arctique, le soleil ne se levait que pour quelques instants chaque jour et ne reviendrait pas sérieusement avant des semaines. Elle dérive entre le sommeil et l'éveil, hantée par des visions de bras impossiblement longs tendus vers elle, par des yeux qu'elle ne pouvait jamais tout à fait voir. Finalement, le matin apporta une équipe de recherche, un groupe de locaux des Hutkavik qui avait vu son trépied abandonné en hâte et suivi les traces de sa motoneige à la lampe frontale et à l'intuition. Ils trouvèrent Kimiko tremblante, les yeux écarquillés, serrant son appareil photo comme une bouée de sauvetage. Ils l'enveloppèrent sur leur traîneau et la ramenèrent en ville où les anciens murmurèrent des bénédictions contre les esprits qui rôdaient dans la toundra sombre. Lorsque Kimiko traita ces images des semaines plus tard, en sécurité dans son hôtel, les anomalies numériques étaient toujours visibles. Des formes qui ne devraient pas exister, des visages qui ne pouvaient pas être réels, chacun plus défini aux endroits où les aurores faisaient le plus rage. Elle apprit des anciens que les Inupiats croyaient depuis longtemps que les aurores boréales étaient plus que de la lumière. Elles étaient les esprits des morts ou des portails vers d'autres royaumes, ou les voiles d'anciens qui essayaient parfois de revenir lorsque le ciel s'ouvrait grand. Les villageois lui dirent qu'elle avait eu de la chance, ou peut-être de la malchance, d'être venue si près. Quand le ciel danse le plus sauvage, lui dit une vieille femme Inupia, ne réponds jamais si tu entends ton nom chuchoter, ou ceux dans les lumières trouveront un moyen de te tirer à travers. Kimiko quitta Hutkavik avec son portfolio artistique changé à jamais et sa certitude ébranlée pour le reste de sa vie. Elle évita de photographier les aurores, incapable de se débarrasser du sentiment que quelque chose dans le ciel l'avait vue, elle aussi, et pourrait un jour venir la chercher lorsque les ténèbres reviendraient. Tom Behe avait appris le respect bien avant de poser le pied en Alaska. En grandissant dans la nation Navajo en Arizona, sa grand-mère lui avait enseigné que la terre gardait des souvenirs, que certains endroits exigeaient une reconnaissance et qu'ignorer les avertissements des anciens pouvait entraîner des conséquences durables sur des générations. Lorsqu'il déménagea vers le nord pour poursuivre son rêve de diriger l'Iditaro, il emporta ses leçons avec lui, bien qu'il ne s'attendait pas à en avoir besoin de la même manière. Tom avait toujours été attiré par les chiens de traîneau. Il y avait quelque chose dans leur loyauté féroce, leur endurance incroyable et leur capacité à naviguer sur les terrains les plus dangereux qui lui parlaient à un niveau fondamental. Après des années d'entraînement dans les 48 États inférieurs, il économisa enfin assez d'argent pour acheter une équipe de chiens de course expérimentés d'un musher à l'extérieur de Fairbank. Le vendeur, un vieil homme norvégien nommé Eric, l'avertit à propos de certaines sections du sentier, mais Tom supposa qu'il parlait de dangers naturels. Glace fine, changement soudain de temps, zone sujette aux conditions de blizzard. Ce n'est que plus tard, après avoir vécu en Alaska pendant plusieurs mois et avoir fait la connaissance de certains des anciens Inupiats locaux, qu'il commença à comprendre la signification plus profonde derrière les avertissements d'Eric. La vieille femme Inupia qui dirigeait l'épicerie générale en ville, Marie Kunuk, prit Tom en affection, reconnaissant peut-être une âme sœur chez quelqu'un qui comprenait l'importance du savoir traditionnel. Au fil des tasses de thé pendant les longues soirées d'hiver, elle commença à partager des histoires que sa propre grand-mère lui avait racontées. Des récits de lieux où les esprits des morts marchaient encore, où des choses anciennes dormaient sous la neige, et où même les chasseurs les plus braves craignaient de s'aventurer. Il y a des sections des vieux sentiers, dit Marie un soir, ses mains burinées enroulées autour d'une tasse fumante, où vivaient autrefois les tornis. Les géants, ceux qui sont venus avant nous. Ils n'étaient pas mauvais, mais ils n'étaient pas humains non plus. Et quand ils sont partis, ils ont laissé des avertissements derrière eux. Les chiens peuvent sentir l'ancienne colère, l'ancienne tristesse. Un musher sage écoute ses chiens. Tom hocha la tête poliment, classant l'information comme du folklore. Intéressant, mais pas immédiatement pratique. Il était concentré sur l'entraînement, sur la construction de l'endurance et du travail d'équipe nécessaire pour la course de 1000 milles qui mettrait à l'épreuve tout ce qu'il avait appris sur la survie dans la nature sauvage arctique. Sa première véritable rencontre avec le surnaturel eut lieu à la fin février, lors de ce qui devait être une course d'entraînement de routine le long d'une section de l'Iditaro Trail qui serpentait à travers une forêt dense d'épicéas à environ 80 km au nord-est de son camp de base. Le temps était parfait pour le mushing. Froid, mais pas brutalement, avec juste assez de vent pour garder les chiens alertes, mais pas assez pour créer des conditions dangereuses. Son équipe courait magnifiquement, se déplaçant en synchronisation parfaite sur la neige tassée. Leur respiration était régulière et leur allure durable pour le long trajet. Les chiens de tête étaient Nanuk et Kota, deux huskies sibériens expérimentés qui avaient couru l'Iditaro 3 fois avec leurs précédents propriétaires. Ils étaient intelligents, fiables, et n'avaient jamais donné à Tom aucune raison de douter de leur jugement. Ce qui le surprit donc de les voir soudainement ralentir,
leurs oreilles se plaquant contre leur tête alors qu'ils approchaient d'une section de sentier qui semblait parfaitement ordinaire, sinuant entre de grands conifères. Au début, Tom supposa qu'ils avaient capté l'odeur d'une faune sauvage, peut-être un orignal ou une tanière d'ours. Il les encouragea à avancer, mais au lieu de répondre à sa voix, les deux chiens s'arrêtèrent complètement et commencèrent à gémir. Le reste de l'équipe se regroupa derrière eux, et en quelques instants, les 12 chiens montraient des signes d'agitation extrême. Tom posa son crochet à neige et s'avança pour examiner le sentier devant lui. À ses yeux, il n'y avait rien d'inhabituel, juste le ruban familier de neige tassé disparaissant dans les ombres entre les arbres. La forêt était silencieuse, à l'exception du craquement occasionnel des branches dans le vent, et l'air ne portait que l'odeur nette et piquante de la neige et du pin. Mais alors qu'il se tenait là, essayant de comprendre ce qui avait effrayé ses chiens, il commença à le sentir aussi. Une subtile fausseté qui lui donna la chair de poule et fit résonner les avertissements de sa grand-mère dans sa mémoire. La température semblait chuter soudainement, bien que son thermomètre ne montrait aucun changement. Le vent mourut complètement, laissant un silence si profond que son propre battement de cœur semblait tonitruant dans ses oreilles. Et puis, de quelque part devant dans la forêt, vint un son qui fit hurler chaque nerf de son corps en alarme. Un tambourinement rythmé et bas qui semblait venir de la terre elle-même. Les chiens de Tom commencèrent à hurler à l'unisson, un son lugubre qui parlait d'une peur plus profonde que tout instinct naturel. Nanook tirait désespérément contre son harnais, essayant de faire demi-tour, tandis que Kota s'était couché sur le ventre dans la neige, tremblant de terreur. Les autres chiens reculaient, emmêlant leurs lignes dans leur tentative désespérée de s'éloigner de ce qui se trouvait devant. Alors que le tambourinement devenait plus fort, Tom commença à entendre d'autres sons superposés en dessous. Des voix chantant dans une langue qu'il ne reconnaissait pas, le grattement d'os contre la pierre, et quelque chose qui ressemblait de manière troublante à des pas massifs se déplaçant à travers la forêt. L'air lui-même semblait s'épaissir, devenant plus difficile à respirer, et les ombres entre les arbres commencèrent à bouger de manière qui défiait la lumière pâle filtrant à travers la canopée. Tom avait entendu suffisamment d'histoires de sa grand-mère sur le respect des avertissements des esprits pour savoir quand il était dépassé. Sans hésitation, il souleva le crochet à neige et aida à faire demi-tour à son équipe terrifiée. Les chiens n'avaient besoin d'aucun encouragement pour courir dans la direction opposée. Ils partirent à une allure qui aurait été dangereuse dans des circonstances normales, courant le long du sentier comme si leur vie en dépendait. Ce n'est que lorsqu'ils eurent mis plusieurs kilomètres entre eux et cette section maudite de la forêt que les chiens commencèrent à se calmer. Tom arrêta l'équipe et vérifia chaque animal soigneusement, cherchant des signes de blessure ou de détresse, mais à part des rythmes cardiaques élevés et des halètements nerveux, il semblait physiquement indemne. Ce qui le perturbait davantage était la manière dont ils continuaient à regarder en arrière le long du sentier, leurs oreilles dressées comme s'ils écoutaient des sons de poursuite. Ce soir-là, Tom conduisit en ville et chercha Marie Kunuk. Il la trouva au centre communautaire où elle enseignait l'artisanat de perles traditionnelles à un groupe d'enfants locaux. Lorsqu'elle vit son expression, elle congédia la classe tôt et l'invita à marcher avec elle le long du rivage gelé du lac. « Tu es allé à l'endroit interdit », dit-elle avant même qu'il ne commence à décrire son expérience. « Je peux le voir dans tes yeux. Les chiens t'ont averti, et tu as écouté. C'est bien. Cela montre la sagesse. » Tom décrivit ce qu'il avait vécu, et Marie hocha la tête gravement alors qu'il parlait. Lorsqu'il eut terminé, elle resta silencieuse pendant un long moment, son souffle formant des nuages blancs dans l'air glacé. « Cet endroit est interdit depuis plus longtemps que quiconque ne s'en souvienne, » dit-elle finalement. La grand-mère de ma grand-mère racontait des histoires de ce qui s'y était passé à l'époque où le monde était différent. Il y avait autrefois un village, un endroit prospère où les gens vivaient en harmonie avec la terre et les esprits. Mais ils devinrent orgueilleux, commencèrent à prendre plus que ce dont ils avaient besoin, commencèrent à ignorer les anciens accords avec les Tornis et les autres anciens. Elle s'arrêta pour tirer son parka plus serré contre le vent. Les esprits essayèrent de les avertir. Tout comme tes chiens t'ont averti, mais ils refusèrent d'écouter. Ils dirent que les anciennes voix étaient des superstitions stupides, qu'ils étaient assez forts pour prendre tout ce qu'ils voulaient de la terre sans conséquence. Alors les esprits retirèrent leur protection, et les Tornis vinrent dans la nuit, non pas pour détruire, mais pour enseigner. Ils tambourinèrent les gens dans la terre, dans les arbres, dans les pierres elles-mêmes. Le village disparut, mais les esprits restent encore, tambourinant toujours, essayant toujours d'enseigner la leçon que l'orgueil et le manque de respect n'apportent que du chagrin. Tom sentit un frisson qui n'avait rien à voir avec le vent arctique. Qu'est-il arrivé aux gens? Ils sont devenus partie de l'avertissement, dit Marie tristement. Leurs voix se sont jointes à l'ancienne chanson, ajoutant leur propre chagrin au cœur. C'est pourquoi les chiens craignent cet endroit. Ils peuvent entendre les voix de tous ceux qui ont ignoré la sagesse des esprits, et ils savent que certains sentiers ne mènent qu'à se perdre pour toujours. Dans les semaines qui suivirent, Tom redessina ses itinéraires d'entraînement pour éviter complètement cette section du sentier.
Il commença également à prêter une attention plus particulière aux instincts de ses chiens, apprenant à lire les signes subtils indiquant quand il sentait quelque chose au-delà de la perception humaine normale. Il découvrit qu'il y avait plusieurs autres zones le long des sentiers traditionnels où son équipe montrait des signes similaires de malaise, bien que rien d'aussi dramatique que cette première rencontre. Lorsque le jour de la course arriva enfin, l'équipe de Tom se comporta magnifiquement, terminant au milieu du peloton, une performance respectable pour un musher débutant à l'Iditarod. Mais ce dont il se souvenait le plus de la course n'était ni son temps final, ni les défis physiques qu'il avait surmontés. C'était le moment, aux 2/3 de la course, lorsque le sentier le menait près de la section interdite de la forêt. Même à des kilomètres de distance, ses chiens commencèrent à montrer des signes de nervosité. Nanook continuait à jeter des regards vers la ligne sombre d'arbres à l'horizon, ses oreilles pivotant comme s'il captait des sons que Tom ne pouvait pas entendre. Toute l'équipe accéléra le pas sans aucune commande de sa part, comme si elle était impatiente de mettre autant de distance que possible entre elle et ceux qui dormaient dans ses ombres. Tom ne courut plus jamais l'Iditarod. Il continua à entraîner et à faire courir des chiens sur des parcours plus courts, mais quelque chose dans cette expérience dans la forêt interdite avait changé sa relation avec la nature sauvage. Il avait entrevu quelque chose de vaste, d'ancien et d'absolument indifférent à l'ambition humaine, quelque chose qui existait selon des lois bien plus anciennes que celles qui régissaient son monde familier. Il retourna en Arizona après quelques années, où il lança un programme enseignant les compétences traditionnelles de pistage et de survie en plein air aux jeunes de la réserve. Il commençait toujours ses cours de la même manière, avec une histoire sur l'importance d'écouter les avertissements des anciens, humains et animaux. Il ne mentionnait jamais les détails spécifiques de ce qu'il avait rencontré en Alaska, mais il s'assurait que ses élèves comprenaient que le monde naturel contenait des forces qui exigeaient du respect, et qu'ignorer ces forces venait avec des conséquences qui pouvaient durer des générations. Les chiens l'avaient sauvé en refusant d'entrer dans cet endroit où les anciens esprits tambourinaient toujours leurs avertissements dans la terre gelée. Tom n'oublia jamais cette leçon, et il s'assura que tous ceux qui l'enseignaient la comprenaient également. Certains endroits étaient méants à être évités. Certains sentiers n'étaient pas méants à être empruntés. Et la sagesse de savoir faire la différence était souvent la fine ligne entre la survie et le fait de devenir une autre voie dans le cœur éternel des perdus. Les Tornis marchaient toujours dans ces bois sombres, tambourinant toujours leurs anciens avertissements dans la nuit. Et quelque part dans la forêt, les esprits de ceux qui avaient ignoré leur sagesse continuaient à chanter leurs chansons lugubres, ajoutant leur voix au rappel éternel que l'orgueil et le manque de respect pour les anciennes voix porteraient toujours un prix terrible. Tom Béhet avait appris à écouter ses chiens, et en faisant cela, il avait appris à écouter la terre elle-même. C'était une leçon qu'il porta avec lui pour le reste de sa vie. Un rappel que la véritable sagesse ne résidait pas dans la conquête de la nature sauvage, mais dans la compréhension de sa place au sein de celle-ci et dans le respect des limites fixées par des pouvoirs bien plus grands que lui-même. Caleb O'Sullivan avait toujours été motivé par un profond sens du but. Ayant grandi à South Boston dans une famille irlando-américaine qui valorisait l'éducation plus que presque tout le reste, il avait vu ses parents travailler à plusieurs emplois pour envoyer ses frères et sœurs aînés à l'université. Quand ce fut son tour, Caleb choisit l'éducation comme majeur, déterminé à faire une différence dans la vie des enfants qui n'auraient peut-être pas autrement accès à un enseignement de qualité. Après avoir obtenu son diplôme d'enseignement au Boston College, il postula pour des postes dans des zones reculées où les enseignants étaient désespérément nécessaires. L'offre de Nukmack, un village de moins de 200 personnes situé au profond de l'Alaska, semblait être exactement l'opportunité qu'il recherchait. Le village était si isolé qu'il ne pouvait être atteint que par de petits avions, et le précédent enseignant était parti abruptement au milieu de l'année scolaire sans explication. Le surintendant des écoles à Bethel avait été honnête sur les défis: isolement extrême, conditions météorologiques difficiles et barrières culturelles qui pouvaient rendre l'enseignement difficile pour les étrangers. Mais le salaire était compétitif et la chance de faire une réelle différence était indéniable. Caleb arriva à Nukmack un froid matin de septembre, lorsque la toundra montrait déjà les premiers signes de l'approche de l'hiver. Le village se composait de quelques dizaines de petites maisons regroupées autour d'un centre communautaire, d'une épicerie générale qui servait aussi de bureau de poste, et de l'école, un modeste bâtiment de 2 pièces qui accueillait des enfants de la maternelle à la 8e année. Les élèves du secondaire étaient envoyés dans des pensionnats dans des villes plus grandes, une pratique qui avait créé certaines tensions dans la communauté au fil des ans. Le bâtiment scolaire lui-même était plus récent que la plupart des autres structures du village. Construit à la fin des années 1990 avec des fonds fédéraux, il disposait d'un chauffage moderne, d'une électricité alimentée par des générateurs diesel et d'un accès à Internet qui fonctionnait lorsque les conditions météorologiques le permettaient. Les quartiers de vie de Caleb étaient attachés à l'école dans un petit appartement conçu pour les enseignants visiteurs. Il était spartiate mais confortable, avec une kitchenette, une zone de couchage et un petit bureau où il pouvait préparer ses leçons. Ses élèves avaient entre 5 et 14 ans, avec un effectif total de 18 enfants issus de 12 familles.
La plupart étaient Yupik, avec quelques élèves d'ascendance mixte dont les familles avaient déménagé dans le village depuis d'autres parties de l'Alaska. Caleb avait étudié les bases de la langue et des pratiques culturelles Yupik pendant sa préparation pour le poste. Mais il réalisa rapidement que les connaissances théoriques étaient très différentes de la réalité vécue d'enseigner dans une communauté où les modes de vie traditionnels étaient encore très vivants. Pendant les premières semaines, tout se passa sans accroc. Les enfants étaient initialement timides autour de leur nouvel enseignant, mais l'enthousiasme de Caleb et son respect authentique pour leur culture gagnèrent progressivement leur confiance. Il intégra les connaissances locales dans ses leçons, invitant les anciens à visiter la classe pour partager des histoires traditionnelles et des méthodes d'enseignement. Les parents semblaient satisfaits de son approche, et il commença à sentir qu'il faisait vraiment une différence. C'est au début octobre que Caleb remarqua pour la première fois quelque chose d'inhabituel dans les dessins de ses élèves. Pendant une période de dessin libre, il observa que plusieurs des enfants créaient des images remarquablement similaires. Des motifs complexes de spirales et de formes géométriques qui semblaient bien trop sophistiqués pour leur niveau d'âge. Lorsqu'il leur demanda à propos des dessins, les enfants se regardaient nerveusement et murmuraient qu'ils avaient appris les motifs de l'autre enseignant. Cela confusa Caleb, car il était le seul enseignant dans le village, et l'enseignant précédent était parti des mois avant que ces motifs particuliers n'apparaissent dans leur travail. Lorsqu'il demanda des éclaircissements, Marie Tulimac, 10 ans, lui dit simplement que l'enseignant de nuit nous montre des choses quand tu vas dormir. Intrigué plutôt qu'alarme, Caleb supposa que les enfants parlaient d'une sorte d'éducation culturelle qui avait lieu en dehors des heures scolaires. De nombreuses communautés autochtones avaient des méthodes d'enseignement traditionnelles qui fonctionnaient en parallèle avec l'éducation formelle, et il respectait l'importance de ces pratiques. Il prit une note mentale de parler avec certains des anciens du village pour coordonner son programme avec toute instruction traditionnelle que les enfants recevaient. Mais au fil des semaines, la situation devint de plus en plus déroutante. Les enfants commencèrent à faire preuve de connaissances sur des sujets bien au-delà de leur niveau scolaire. Des concepts mathématiques complexes, une compréhension détaillée des phénomènes astronomiques et, plus dérangeant encore, la capacité d'écrire dans ce qui semblait être une forme d'écriture ancienne que aucun des anciens du village ne pouvait identifier. La percée eut lieu lors d'une conférence parents-enseignants à la fin octobre. Caleb rencontrait Robert et Suzanne Arin, les parents de Tommy, 8 ans, lorsqu'il mentionna les progrès remarquables de l'enfant en mathématiques. Tommy avait commencé à résoudre des équations algébriques qui auraient dû être incompréhensibles pour un élève de 3e année. Et lorsque Caleb lui demanda où il avait appris ces techniques, Tommy avait donné la même réponse que les autres enfants. L'enseignant de nuit me l'a montré. Robert et Suzanne échangèrent des regards inquiets. Il n'y a pas d'enseignant de nuit, dit Suzanne doucement. Nous pensions que Tommy apprenait ces choses de toi pendant les heures de classe régulières. Ce soir-là, Caleb décida d'enquêter. Il attendit dans son appartement jusqu'à ce qu'il soit certain que le village dormait, puis se rendit silencieusement dans la salle de classe principale. L'école était sombre et silencieuse, chauffée juste assez pour empêcher les tuyaux de geler. Il s'installa sur une chaise au fond de la pièce et attendit, se disant qu'il ne verrait probablement rien de plus que des ombres projetées par l'éclairage de sécurité. À exactement 2h17, la salle de classe commença à changer. La température baissa notablement, et une faible lueur phosphorescente commença à émaner des murs eux-mêmes. Les bureaux et les chaises se réorganisèrent silencieusement en un cercle parfait, et des symboles commencèrent à apparaître sur le tableau noir. Les mêmes motifs complexes qui étaient apparus dans les dessins de ses élèves. Puis ils commencèrent à arriver, non pas par les portes ou les fenêtres, mais simplement en se matérialisant dans la salle de classe comme s'ils passaient par des portes invisibles. À première vue, ils semblaient être des enfants, mais leurs proportions étaient subtilement fausses. Trop grands pour leur âge apparent, avec des membres allongés et des visages qui semblaient à la fois anciens et intemporels. Leurs vêtements étaient de style Yupik traditionnel, mais semblaient être faits de matériaux qui captaient et réfléchissaient la lumière de manières impossibles. Les élèves fantômes prirent place dans le cercle de bureau et commencèrent à étudier les symboles sur le tableau noir. Leur méthode d'apprentissage était comme rien de ce que Caleb avait jamais vu. Ils absorbaient les informations directement, sans besoin de répétition ou d'explication. Des formules mathématiques complexes, des graphiques astronomiques et des motifs linguistiques coulaient du tableau noir dans leur conscience avec une efficacité parfaite. Le plus dérangeant était la réalisation que ces enfants spectraux enseignaient à ces élèves. De vrais enfants commencèrent à apparaître dans la salle de classe, non pas physiquement, mais comme des projections translucides d'eux-mêmes, encore endormis dans leur lit, mais d'une manière ou d'une autre présents dans cette salle de classe autre monde. Tommy Aran était là, ainsi que Marie Tulimac et la plupart des autres élèves de Caleb. Ils s'assirent en cercle avec les enfants fantômes, apprenant les mêmes leçons impossibles avec la même efficacité surnaturelle. Caleb observa avec fascination et une horreur croissante alors que l'école de nuit menait sa session. Les sujets enseignés étaient bien au-delà du niveau élémentaire. Mathématiques avancées,
physique quantique, histoire ancienne de civilisation qui n'avait jamais existé selon aucun manuel, et langue qui précédait le peuplement humain de l'Alaska. L'enseignant fantôme, qui semblait être une version adulte des mêmes êtres éthérés, communiquait sans parler, transférant la connaissance directement dans l'esprit des élèves spectraux et des vrais enfants de Caleb. La session dura exactement 1 heure. À 3h17, les symboles s'estompèrent du tableau noir. Les bureaux revinrent à leur position normale, et les élèves fantômes ainsi que les projections de ces vrais enfants se dissolvèrent dans l'obscurité. Caleb resta assis seul dans la salle de classe vide, tremblant de froid et des implications de ce qu'il avait vu. Le lendemain matin, il essaya d'agir normalement, mais ses élèves semblaient sentir que quelque chose avait changé. Ils le regardaient avec des yeux connaisseurs, comme s'ils savaient qu'il avait découvert leur éducation secrète. Leur travail scolaire continuait à montrer la même avancée impossible. Mais maintenant, Caleb comprenait la source de leur connaissance. Au cours des semaines suivantes, il essaya de faire des recherches sur le phénomène, contactant des collègues, des anthropologues et des experts en spiritualité autochtone. La plupart rejetèrent son récit comme des hallucinations induites par le stress ou des malentendus culturels. Quelques-uns suggérèrent qu'il assistait peut-être à une forme d'esprit enseignant ancestral, mais aucun ne put offrir d'explications concrètes pour ce qui se passait dans sa salle de classe. Les enfants eux-mêmes étaient réticents à discuter de l'école de nuit, répondant à ces questions par un silence nerveux ou des déclarations vagues sur l'apprentissage des anciens. Les anciens du village étaient tout aussi évasifs, bien que Caleb sentait qu'ils en savaient plus qu'ils n'étaient prêts à partager avec un étranger. La situation atteignit son paroxysme en novembre, lorsque Caleb réalisa que l'école de nuit changeait ses élèves de manière qui allait au-delà de l'avancement académique. Ils devenaient détachés des activités enfantines normales, plus intéressés par des concepts abstraits que par les jeux ou les interactions sociales. Leurs dessins devenaient de plus en plus étranges, représentant des paysages et des structures qui n'existaient nulle part sur Terre. Plus troublant encore, ils avaient commencé à parler à l'unisson pendant le temps de classe régulier, terminant les phrases les uns des autres avec une synchronisation parfaite, comme s'ils partageaient une conscience collective. Lorsque Caleb essaya d'aborder ce comportement, les enfants le regardèrent avec des expressions de pitié plutôt que de confusion. « Tu ne peux pas encore comprendre », lui dit Marie-Tully avec la gravité solennelle de quelqu'un de bien plus âgé que 10 ans. « Tu apprends encore à l'ancienne manière. » L'enseignant de nuit dit que certaines personnes mettent plus de temps à recevoir la vraie connaissance. Cette nuit-là, Caleb décida de confronter ce qui enseignait à ses élèves. Il entra dans la salle de classe avant la transformation de 2h17 et se positionna directement au centre où le cercle de bureaux se formerait. Lorsque les enfants fantômes commencèrent à se matérialiser, il tint bon et parla directement à leur enseignant. « Qui êtes-vous » demanda-t-il. « Que enseignez-vous à ces enfants » L'éducateur spectral tourna son attention vers lui pour la première fois, et Caleb sentit sa conscience effleurer son esprit comme des doigts froids explorant la surface de ses pensées. Lorsqu'il parla, les mots se formèrent dans l'esprit de Caleb plutôt que d'atteindre ses oreilles. « Nous sommes ceux qui sont venus avant », communiqua l'entité. « Nous sommes les enseignants de la connaissance profonde, la sagesse que votre peuple a oubliée. Ces enfants sont choisis pour porter l'ancien apprentissage dans le nouveau temps. Vous pouvez vous joindre à eux si vous souhaitez comprendre. » Caleb sentit une tentation écrasante d'accepter l'offre. La connaissance transmise était incroyablement séduisante. Des réponses à des questions qui avaient dérouté l'humanité pendant des millénaires, une compréhension des lois naturelles qui pourrait révolutionner la civilisation humaine. Mais quelque chose dans les expressions de plus en plus vides de ses élèves, pendant les heures de jour, l'avertit que cette éducation venait avec un prix qui pourrait être trop élevé à payer. « Que leur arrivera-t-il » demanda-t-il. « Ils deviendront des ponts entre les mondes » répondit l'entité. « Ils porteront notre sagesse à votre peuple lorsque votre peuple sera prêt à la recevoir. Mais d'abord, ils doivent être pleinement préparés. » Caleb comprit que « pleinement préparé » signifiait quelque chose de bien plus profond qu'une éducation avancée. L'école de nuit transformait ses élèves en quelque chose d'autre qu'humain, remplaçant progressivement leur conscience individuelle par une connaissance collective qui servait des buts qu'ils ne pouvaient pas comprendre. Le lendemain matin, il soumit sa démission au district scolaire et organisa un transport d'urgence hors de Nukmak. Il laissa derrière lui la plupart de ses affaires et tous ses plans de cours soigneusement préparés. Sa raison officielle était une urgence familiale, mais en privé, il savait qu'il fuyait quelque chose qui menaçait sa santé mentale et peut-être son âme. L'enseignant remplaçant dura 3 semaines avant de demander également un transfert d'urgence. Le district scolaire finit par fermer l'établissement de Nukmak, invoquant une baisse des inscriptions et des contraintes budgétaires. Les enfants furent envoyés dans des pensionnats à Bethel, où leurs capacités académiques extraordinaires furent notées, mais attribuées à un talent individuel exceptionnel plutôt qu'à une intervention surnaturelle. Caleb retourna à l'enseignement dans le Massachusetts,
Mais il n'oublia jamais l'école de nuit, ni les enfants dont les esprits avaient été ouverts à une connaissance qui n'était pas destinée à la compréhension humaine. Parfois, tard dans la nuit, alors qu'il corrigeait des copies ou préparait des cours, il se souvenait de l'offre séduisante de l'enseignant fantôme et se demandait quelle vérité il avait laissée derrière lui. Il garda un œil sur ses anciens élèves par divers canaux au fil des ans. Beaucoup firent des carrières distinguées dans la science et le milieu universitaire, réalisant des découvertes et des percées théoriques qui firent avancer la connaissance humaine de manière significative. Mais ceux qui les connaissaient personnellement commentaient souvent leur attitude détachée et leur tendance à parler comme s'ils accédaient à des informations provenant de sources au-delà de l'expérience humaine normale. L'école de nuit continua à fonctionner à Nukmak même, sans installation éducative formelle. Des pilotes locaux rapportèrent voir des lumières dans le bâtiment scolaire abandonné pendant les nuits d'hiver, et parfois des chasseurs rencontraient des enfants dans la nature sauvage qui parlaient dans des langues jamais cataloguées par les linguistes. Les anciens du village maintenaient leur silence, comprenant que certaines formes d'éducation étaient trop dangereuses pour que les étrangers les comprennent. Caleb d'O'Sullivan avait appris que l'enseignement n'était pas toujours une question de transmettre des connaissances aux élèves. Parfois, il s'agissait de les protéger contre une connaissance qui pouvait fondamentalement altérer ce que cela signifiait d'être humain. La ligne entre éducation et transformation était plus fine que la plupart des gens ne le réalisaient, et la franchir signifiait entrer dans un royaume où les frontières familières de la réalité ne s'appliquaient plus. Le docteur Priya Chatterjee Moore avait toujours été fasciné par les extrêmes de l'expérience humaine. En tant que chercheuse en climatologie de l'Université du Michigan, elle se spécialisait dans l'étude des effets psychologiques et physiologiques des environnements extrêmes sur les communautés isolées. Lorsque la National Science Foundation lui offrit une bourse de recherche estivale pour étudier l'impact du soleil de minuit sur les schémas de sommeil dans des villages alaskiens reculés, elle sauta sur l'occasion. Ce qu'elle découvrit pendant ces jours sans fin de lumière défia tout ce qu'elle croyait savoir sur les frontières entre l'esprit conscient et inconscient. La station de recherche était située près du col de Naktu, un petit village Inupiat au cœur de la chaîne de Brox, où le soleil ne se couchait pas pendant près de 3 mois en été. L'installation avait été établie dans les années 1980 pour soutenir diverses études scientifiques sur les conditions arctiques, et elle offrait la base parfaite pour l'enquête du docteur Chatterjee Moore sur la perturbation du rythme circadien dans les latitudes extrêmes. Sa méthodologie de recherche était simple: surveiller les schémas de sommeil, l'activité des rêves et le bien-être psychologique de volontaires de la communauté locale pendant les semaines de pointe du phénomène du soleil de minuit. Elle avait apporté un équipement sophistiqué de surveillance EEG, un appareil d'étude du sommeil et des outils d'évaluation psychologique qui lui permettraient de documenter les effets de la lumière continue sur la conscience humaine. L'ancien du village, Robert Aguk, avait donné la permission pour l'étude après de longues discussions sur ses avantages potentiels pour la communauté. De nombreux résidents avaient connu des difficultés de sommeil pendant la période du soleil de minuit, et la recherche du docteur Chatterjee Moore promettait d'offrir des perspectives qui pourraient aider les générations futures à faire face aux défis uniques de la vie arctique. Pendant les 2 premières semaines, tout se déroula selon le plan. Le docteur Chatterjee Moore établit ses protocoles de surveillance, recruta une douzaine de volontaires âgés de 14 à 80 ans et commença à collecter des données de base sur leur schéma de sommeil. Les résultats étaient initialement prévisibles. La plupart des participants montraient une perturbation significative de leurs rythmes circadiens normaux, avec un sommeil fragmenté, une activité accrue et des rapports de rêve inhabituellement vifs. Mais alors que l'étude progressait dans sa 3e semaine, lorsque le soleil restait perpétuellement au-dessus de l'horizon dans le ciel bleu pâle, quelque chose d'inédit commença à émerger des données. Le docteur Chatterjee Moore remarqua que ces sujets de recherche ne subissaient pas seulement des perturbations individuelles de leur schéma de sommeil. Ils commençaient à partager le contenu des rêves de manière qui aurait dû être impossible selon tout ce qu'elles comprenaient de la conscience et des neurosciences. La première indication vint lors de ces entretiens quotidiens avec les participants. Sarah Kunalak, une enseignante de 28 ans, décrivit un rêve récurrent dans lequel elle marchait à travers une vaste grotte de glace remplie de symboles lumineux gravés dans les murs. Lorsque le docteur Chatterjee Moore interviewait plus tard ce jour-là Tommy Aguk, 16 ans, il décrivit une imagerie de rêve presque identique, jusqu'aux détails spécifiques sur l'agencement des symboles et la qualité de la lumière à l'intérieur de la grotte. Initialement, le docteur Chatterjee Moore supposa que ce n'était qu'une coïncidence ou peut-être le résultat d'une imagerie culturelle partagée. De nombreuses communautés autochtones avaient des symboles mythologiques et spirituels communs qui pourraient naturellement apparaître dans les rêves. Mais alors qu'elle continuait à collecter des données, les expériences de rêves partagés devinrent trop fréquentes et trop spécifiques pour être rejetées comme un chevauchement culturel. À la 4e semaine de l'étude, les 12 participants rapportaient des variations du même récit de rêve central. Ils décrivaient se retrouver dans une vaste chambre souterraine où des dizaines de personnes étaient assises en parfaite immobilité, les yeux fermés, mais leurs esprits d'une manière ou d'une autre actifs et conscients. Dans les rêves, les participants pouvaient communiquer sans parler,
partageant des pensées et des émotions avec une clarté parfaite. Le plus dérangeant de tout, ils commencèrent à reconnaître les autres rêveurs comme leurs camarades sujets de recherche, des personnes qu'ils rencontraient dans une sorte d'espace inconscient partagé. La surveillance EEG du docteur Chatterjee Moore confirma que quelque chose d'extraordinaire se produisait. Pendant les heures où les participants rapportaient des expériences de rêves partagés, leur schéma d'ondes cérébrales montrait une synchronisation remarquable. Les ondes alpha et θ, qui indiquaient généralement des états de sommeil profond, se produisaient simultanément chez plusieurs sujets, même lorsqu'ils dormaient dans différents endroits à travers le village. La percée se produisit lorsque le docteur Chatterjee Moore décida de surveiller ses propres schémas de sommeil en utilisant le même équipement. En tant que personne ayant grandi dans le Michigan et n'ayant jamais connu le phénomène du soleil de minuit, elle s'attendait à montrer des schémas différents de ceux des résidents locaux. Au lieu de cela, elle se retrouva attirée dans le même espace de rêve partagé que ses sujets de recherche avaient décrit. L'expérience était comme rien de ce qu'elle avait jamais rencontré dans sa carrière scientifique. Dans le rêve, elle se retrouva debout dans la vaste chambre souterraine, entourée des figures endormies de ses participants à la recherche et de dizaines d'autres personnes qu'elle ne reconnaissait pas. L'espace se sentait plus réel que la réalité elle-même, rempli d'une sorte de clarté cristalline qui rendait la conscience éveillée normale floue et incomplète en comparaison. Au centre de la chambre se tenait une figure qui semblait être composée de pure lumière, non pas la luminosité dure du soleil de minuit, mais une radiance dorée douce qui transmettait de la chaleur et une sagesse ancienne. Lorsque l'entité parla, ces mots se formèrent directement dans l'esprit du docteur Chatterjee Moore plutôt que d'atteindre ses oreilles par ses oreilles. « Vous êtes venu étudier les effets de la lumière sans fin sur l'esprit humain », communiqua l'entité. Mais vous avez découvert quelque chose de bien plus significatif. Lorsque les barrières entre le jour et la nuit se dissolvent, d'autres frontières deviennent également perméables. Le soleil de minuit ouvre des portes qui restent fermées pendant le cycle normal de lumière et d'obscurité. Le docteur Chatterjee Moore se trouva capable de répondre par la pure pensée. Quel genre de porte? Qu'est-ce que cet endroit? C'est l'inconscient collectif rendu manifeste, répondit l'entité. Un espace où les esprits individuels peuvent se rencontrer et partager des expériences au-delà des frontières de l'existence physique. Votre peuple l'appelle le rêve, mais c'est plus que cela. C'est un retour à l'état originel de la conscience humaine avant que vous n'appreniez à vous séparer les uns des autres et des rythmes plus profonds du monde naturel. Alors que l'entité parlait, le docteur Chatterjee Moore devint consciente qu'elle pouvait percevoir les pensées et les émotions de tout le monde dans la chambre. Elle ressentit la connexion profonde entre les participants Inupiat et leur terre ancestrale, la manière dont leur conscience était intimement liée au cycle de la vie arctique. Elle fit l'expérience des rêves de personnes qu'elle n'avait jamais rencontrées, des chasseurs, des chamans et des conteurs des générations précédentes qui semblaient exister dans cet espace en dehors du temps normal. Le plus remarquable fut qu'elle commença à comprendre que le soleil de minuit n'était pas seulement un phénomène astronomique, mais une porte vers un type différent de conscience. La lumière continue dissolver les frontières normales entre les états conscients et inconscients, permettant aux esprits de fusionner et de partager des expériences de manières impossibles dans des circonstances normales. Lorsque le docteur Chatterjee Moore se réveilla du rêve partagé, elle découvrit que ses données de recherche avaient été fondamentalement transformées. Les lectures EEG montraient que pendant les périodes de rêve partagé, l'activité cérébrale de ses participants s'était synchronisée non seulement entre eux, mais aussi avec les schémas électromagnétiques naturels du champ magnétique terrestre. Le soleil de minuit facilitait d'une manière ou d'une autre une forme de conscience qui reliait directement la conscience humaine au rythme planétaire. Au cours des dernières semaines de son étude, le docteur Chatterjee Moore documenta des formes de rêves partagées de plus en plus sophistiquées. Les participants commencèrent à rapporter des rêves prophétiques qui prédisaient avec précision les schémas météorologiques, les mouvements de la faune et d'autres phénomènes naturels. Ils décrivaient recevoir des connaissances de parents et d'ancêtres décédés, des informations qui se révélèrent plus tard historiquement exactes lorsqu'elles furent vérifiées par rapport aux archives tribales. Plus significativement, les participants commencèrent à démontrer une empathie et une connexion émotionnelle accrue dans leur vie éveillée. Des conflits qui existaient dans la communauté depuis des années furent résolus, alors que les gens gagnèrent un aperçu direct des pensées et des sentiments des autres par leurs expériences de rêves partagés. Les enfants commencèrent à montrer une compréhension avancée des connaissances écologiques traditionnelles, qui prenaient normalement des années à acquérir par l'apprentissage conventionnel. Lorsque la période du soleil de minuit prit enfin fin et que les cycles normaux de lumière du jour revinrent, les expériences de rêves partagés s'estompèrent progressivement. Les participants du docteur Chatterjee Moore conservèrent des souvenirs de leurs aventures inconscientes collectives, mais ils ne pouvaient plus accéder à cet état de conscience fusionné. La synchronisation des EEG disparut et les schémas de rêve individuels revinrent à des variations normales. Le docteur Chatterjee Moore retourna dans le Michigan avec des données qui défiaient les hypothèses fondamentales sur la conscience, l'identité individuelle et la relation entre la conscience humaine et les cycles naturels.
Lorsqu'elle tenta de publier ses résultats dans des revues scientifiques grand public, son travail fut rejeté comme non scientifique et impossible à reproduire dans des conditions de laboratoire contrôlées. Mais elle continua ses recherches, se concentrant sur les communautés autochtones dans des environnements extrêmes où les frontières normales de l'expérience humaine étaient étirées à leurs limites. Le soleil de minuit lui avait appris que la conscience humaine était bien plus flexible et interconnectée que ce que la science occidentale avait supposé. Dans des environnements où les barrières normales se dissolvaient, les esprits pouvaient fusionner et partager des expériences de manière qui indiquait une unité plus fondamentale sous-jacente à la conscience individuelle. Le docteur Chatterjee Moore n'oublia jamais le sentiment de connexion parfaite qu'elle avait ressenti dans l'espace de rêve partagé sous le soleil arctique éternel. Cela lui avait montré que les frontières entre le soi et l'autre, entre le passé et le présent, entre la conscience humaine et les rythmes naturels étaient bien plus perméables que la plupart des gens ne le réalisaient. Le soleil de minuit continuait de se lever sur le col de Nactu chaque été, offrant la même opportunité de conscience élargie à quiconque était prêt à abandonner ses hypothèses normales sur la nature de la conscience et de l'identité individuelle. Certaines portes, avait-elle appris, ne s'ouvraient que lorsque les schémas familiers de lumière et d'obscurité étaient remplacés par la radiance éternelle de l'été arctique.